Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission qui aujourd'hui sera consacrée à la conquête de l'espace. Pour ceci, je suis accompagnée de Théo. Bonjour, alors effectivement, dans un premier temps, nous serons avec Émilie qui nous présentera les animaux dans l'espace, et plus précisément avec Laïka et Félicette. Puis nous enchaînerons avec les femmes dans l'espace, présentées par Chloé. Par la suite, nous parlerons des trous noirs et de la conquête sur Mars, expliqué par Théo. Pour l'occasion, il a pu interviewer un astronome, Marc Olivier. Exactement, et pour terminer, nous retrouverons Alessia qui nous évoquera le complotisme, ainsi qu'un film qui nous sera présenté par Julia. Bonjour Émilie, aujourd'hui tu viens nous parler des animaux dans l'espace avec Félicette et Laïka. Qui est Laïka? Alors Laïka, c'est le premier animal à avoir été mis en orbite autour de la Terre, mais c'est pas le premier animal dans l'espace parce que le premier animal envoyé c'était un insecte. Ok, pourquoi a-t-on décidé d'envoyer un chien dans l'espace? Et bah en fait en 1957, l'URSS envoie contre toute attente le premier satellite artificiel Sputnik 1. Le chef de l'État, qui est à l'époque Khrouchtchev, qui voulait célébrer la grandeur de son pays, veut pousser la réussite encore plus loin et envoyer le premier animal dans l'espace. On peut donc dire que cette mission a été faite un peu à la hâte. Eh bah, en effet, l'URSS voulant impressionner, ils ont très vite commencé la construction de Sputnik 2, le satellite qui allait accueillir Laïka, la chienne désignée pour cette expérience. Et est-ce que le satellite avait tout à son bord pour accueillir Laïka? Eh bah oui, Sputnik 2 était un satellite très élaboré qui avait D'accord. notamment à son bord un système de support de vie constitué par un générateur de dioxygène ainsi qu'un dispositif permettant d'éviter l'hyperoxie et d'absorber le Hmm. dioxyde de carbone. Mais la hâte de la construction a entraîné des défaillances majeures durant le vol. Ok, et comment s'est déroulé justement ce fameux vol? Eh bien, il faut savoir que d'après la NASA, Laika a été placé 3 jours dans la cabine de Sputnik avant même le départ, pour l'habituer donc au satellite. Le 3 novembre 1957, Laika décolle et malgré l'énorme pic de stress que la chienne subit, Mhm. celle-ci survit à la mise en orbite et à l'apesanteur, ce qui fait d'elle le premier animal à être mis en orbite autour de la Terre. Cependant, après plusieurs heures de vol, son moniteur cardiaque indique sa mort. Plusieurs théories sur celle-ci ont été spéculées. Est-elle morte d'asphyxie due aux batteries? Est-elle morte en mangeant une nourriture empoisonnée préalablement placée dans sa cabine? Mais la vérité est que le système de régulation thermique maintenant sa cabine à 15 degrés a surchauffé et a entraîné sa mort. Mais elle a permis de prouver qu'un être vivant pouvait résister à l'apesanteur. C'est pas une histoire très joyeuse. Maintenant, qui est Félicette? Et bah après que les Russes aient envoyé un chien et les Américains un chimpanzé dans l'espace, D'accord. la France envoie le troisième animal, un rat, et poursuit ses expériences avec donc des chats. Félicette, c'est le premier chat à être parti dans l'espace en 1963. Et comment est-ce que ces chats ont été choisis? Bah pour cette expérience, le Centre d'enseignement et de recherche de médecine aéronautique, le CERMA, ne choisit que des femelles parce qu'elles ont un comportement beaucoup plus calme. Elles sont toutes soumises à une batterie de tests qui comporte des séances de centrifugeuse, D'accord. des immobilisations dans une boîte pendant plusieurs heures et une accoutumance au bruit de fusée. On leur implante notamment des électrodes dans le cerveau pour suivre leur activité neurologique. Et comment a été choisie Félicette en particulier? Et Ouais. bah, Félicette, qui n'était pas encore désignée comme telle, mais plutôt par son matricule C341, Ok. a été sélectionnée pour son calme et son poids idéal qui était de 2,5 kg. Et comment s'est déroulé le vol? Eh bien, le lancement s'est effectué le 18 octobre 1963 à 8h09 en Algérie. Le vol était un vol surorbital, donc c'est-à-dire pas une mise en orbite, euh, et il a duré 13 minutes, dont 5 minutes en apesanteur pour le chat. C'est la question, je pense que tout le monde se pose. Est-ce qu'elle a survécu au vol? Eh bien oui, ce qui fait d'elle la seule et unique chatte à avoir survécu à un vol spatial. La réussite de ce vol donnera le nom de Félicette à la chatte qui jusque-là était seulement connue par son matricule. Cependant, à l'issue de ce vol, Félicette revient sur Terre donc et se fait euthanasier pour récupérer les électrodes implantées dans son cerveau et effectuer une nécropsie, une autopsie du cerveau. Bah, aucune de ces deux histoires n'est une belle femme. En tout cas, elle a permis de faire avancer la science. Merci beaucoup pour cette histoire. Merci à vous. À présent, nous sommes avec Chloé. Bonjour ou rebonjour Chloé. Rebonjour. Tu vas nous parler de la place des femmes dans l'espace. Pourquoi est-ce que les femmes restent-elles encore aujourd'hui largement sous-représentées dans l'exploration spatiale?
Les femmes restent minoritaires dans l'exploration spatiale en raison d'un héritage culturel et structurel marqué par le sexisme. Les critères de sélection, les mentalités et les équipements ont longtemps été pensés pour les hommes, ce qui en limite l'accès aux femmes aux différentes missions spatiales. On peut notamment compter que parmi les 600 personnes ayant voyagé dans l'espace, seulement 12% sont des femmes. Mais pourtant, quel rôle ont joué les femmes dans l'histoire de la conquête spatiale? Alors, les femmes ont joué un rôle extrêmement majeur dès le début de la conquête spatiale. Valentina Tereshkova devient en 1963 la première femme dans l'espace et la seule à avoir réalisé une mission orbitale en solitaire. D'autres femmes, comme Svetlana Savitskaya ou Sally Ride, premières femmes américaines, se sont rendues dans l'espace et ont marqué l'histoire. Également, nous pouvons mentionner Mae Jemison, première astronaute afro-américaine à aller dans l'espace en 1992, ou encore Helen Collins, qui a réussi à briser plusieurs plafonds de verre en devenant pilote, puis la première femme aux commandes d'une navette spatiale en 1999. Pourtant, l'histoire préfère se souvenir de Yuri Gagarin ou encore de Neil Armstrong et Buzz Aldrin, qui ont pourtant accompli leur mission sur la Lune en 1969. Et pourtant, en quoi les femmes ont démontré leur capacité à aller dans l'espace? Les femmes ont prouvé qu'elles pouvaient résister aux conditions extrêmes de l'espace. Certaines études montrent même qu'elles seraient moins sujettes à certains problèmes liés à la pesanteur, comme la perte de densité osseuse ou encore les troubles de la vision, ce qui remet en cause les préjugés initiaux. Pourtant, une question reste en suspens. Pourquoi les effets de l'espace sur la santé féminine restent-ils problématiques, notamment sur la volonté d'obtenir un enfant? Donc l'impact de l'espace sur la santé féminine est encore extrêmement mal compris, notamment ce qui concerne la grossesse. Les rayonnements subis lors des vols spatiaux rendent la maternité fortement déconseillée après une mission, ce qui pose des limites importantes à la carrière des femmes astronautes. Par conséquent, les hommes ont au moins un enfant même malgré qu'ils soient allés dans l'espace, alors que la moitié des femmes qui se rendent dans l'espace n'auront jamais d'enfant. Très bien. Une question que beaucoup de personnes se posent, c'est une question technique mais importante. Comment se passent les périodes de menstruation dans l'espace? Donc certaines astronautes, pour pallier à ça, prennent la pilule en continu pour éviter d'avoir leurs règles, car les infrastructures à l'intérieur de l'ISS ne sont pas toujours adaptées. Ainsi, pour celles qui ne le souhaitent pas, seules les toilettes du côté russe, a priori, seraient équipées pour gérer ce type de problème, ce qui révèle un manque d'anticipation. Comment est-ce que la France, de son côté, illustrait l'évolution de la place des femmes dans l'espace? Où se trouve la place des femmes françaises? Donc la France compte des figures importantes comme Claudie Aigneret, Oui. première française et européenne à avoir été dans l'espace en 1996. Elle a par la suite occupé des postes importants comme celui de ministre. Plus récemment, on retrouve Sophie Anneau, qui incarne la nouvelle génération sélectionnée par l'ESA pour être envoyée dans l'ISS. Donc au moment de notre tournage de l'émission, elle partira dans l'espace le vendredi 13 février, soit demain. On verra si cela lui portera chance. Pour finir, en guise de conclusion, est-ce qu'on peut dire que le combat pour une meilleure parité dans l'espace est encore inachevé? En effet, aucune mission entièrement féminine n'a encore eu lieu. Une tentative en 2019 a été annulée faute de combinaisons adaptées au corps féminin. Cet incident montre que les équipements ont majoritairement été conçus pour des hommes. De plus, en période de crise budgétaire, les profils masculins sont encore privilégiés, ce qui ralentit l'accès aux femmes à l'espace. Très bien. Merci d'avoir répondu à toutes ces questions. Merci à vous. À présent, Théo, tu vas nous parler des trous noirs et nous présenter Marc-Olivier. Que peux-tu nous dire des questions que tu lui as posées? Exactement. Alors Marc-Olivier, il est astronome à l'Institut d'astrophysique spatiale. J'ai eu l'opportunité de lui poser des questions sur de multiples sujets comme les trous noirs. Alors je lui ai posé les questions: qu'est-ce qu'un trou noir? Comment identifie-t-on les trous noirs? Qu'y a-t-il à l'intérieur ou au bout d'un trou noir? Quel mystère a-t-il encore autour des trous noirs? Y a-t-il des trous noirs proches de la Terre? Est-ce dangereux pour la Terre ou pour les astronautes? Et est-ce que les trous noirs ont un lien avec les fontaines blanches? Plus technique, celle-là, je vous l'accorde. Nous retrouvons tout de suite l'interview. Bonjour, je m'appelle Marc-Olivier, je suis astronome à l'Institut d'astrophysique spatiale à Orsay, un laboratoire que j'ai dirigé pendant 10 ans. Alors pour comprendre un trou noir, on va faire une expérience. Quand on jette un caillou en l'air, sur Terre, il retombe et la hauteur qu'il atteint dépend de deux choses: la vitesse avec laquelle on la lance et l'attraction de la Terre. Sur Terre, il faut lancer un objet à plus de 40 000 km/h pour qu'il s'échappe de l'attraction de la Terre. Eh bien, un trou noir, c'est un objet qui est tellement dense que même en allant à 300 000 km à la seconde, c'est-à-dire la vitesse la plus rapide qu'on peut obtenir en physique, on n'arrive pas à s'échapper de l'attraction gravitationnelle de cet objet. Alors,
Un trou noir, c'est un objet, puisque rien ne peut échapper, qui en principe doit être noir. Alors pour le détecter, il y a deux méthodes. Une méthode d'abord indirecte, qui consiste à détecter le trou noir en regardant l'influence qu'il exerce sur les objets qui sont à son voisinage. En particulier, les étoiles qui sont au voisinage du trou noir ont un mouvement de déviation qui traduit la présence de cet objet extrêmement massif et extrêmement attracteur. La deuxième méthode, c'est une méthode directe qui a été mise en œuvre très très récemment. Par définition, un trou noir est noir, sauf qu'il n'est pas tout à fait noir, puisqu'à sa périphérie, c'est-à-dire à la limite au-delà de laquelle on s'enfonce dans le trou noir et on n'y échappe pas, il y a de la matière. Et cette matière, avant d'être absorbée par le trou noir, elle émet quand même une partie de rayonnement, et ce rayonnement réussit à nous parvenir sans être aspiré par le trou noir. Et c'est comme ça qu'on le détecte. Alors, un trou noir, c'est pas un trou au sens où on passe à travers et on arrive de l'autre côté. En fait, un trou noir, c'est un puits sans fond, donc il n'y a pas de sortie. C'est comme un objet qui absorbe vraiment tout ce qu'il y a dedans. Donc à l'intérieur, qu'est-ce qu'on trouve? Eh ben, on trouve le noyau du trou noir, donc ce qui provoque l'attraction, c'est en fait le reste d'une étoile très massive, dans un état extrêmement condensé. Imaginez que toute la masse d'une étoile se retrouve concentrée sur un noyau qui fait quelques kilomètres de diamètre. Les trous noirs, c'est des objets hypothétiques qui au départ ont été prévus par des théories, la théorie de la relativité générale de Einstein, et les premières observations sont extrêmement récentes, quelques années. Donc en fait, ce qu'il faut maintenant, c'est essayer de comprendre la réalité de ces objets et les comparer à ce qu'on peut faire au niveau théorique. Voilà, donc en fait, c'est toute la théorie des trous noirs, de la relativité générale, qui est testée par l'observation de ces objets. Alors, des trous noirs, en fait, sont le résultat d'étoiles en fin de vie, d'étoiles massives, et donc, potentiellement, là où il y a des étoiles très massives qui meurent à un moment, il peut y avoir des trous noirs. Dans notre galaxie, il y a plusieurs trous noirs. Il y en a un au centre de la galaxie, à peu près à 26 000 années-lumière. C'est la fameuse source Sagittarius A, qui a été détectée en regardant les étoiles qui tournaient autour d'elle. Et il y a des trous noirs bien plus proches que ça. Le plus proche actuellement, il est à peu près à 1600 années-lumière de la Terre. Ce serait dangereux s'il y avait un trou noir à côté de la Terre, et qu'on en subisse directement l'influence. En particulier, si on tombe dans un trou noir, on se trouve irrémédiablement attiré vers le centre, et puis on subit tout l'effet gravitationnel de cet objet, et en particulier, il y a un phénomène que les scientifiques appellent la spaghettisation, en fait, qui est que tout objet qui est plongé dans un trou noir, du fait de la variation brutale du champ de gravité, se trouve étiré, puisqu'en fait, si un astronaute tombait, ses pieds seraient plus attirés que sa tête au moment d'arriver dans le trou noir, de sorte qu'il serait complètement allongé. Et là, effectivement, ça risquerait de lui être fatal. Alors oui, il y a un lien, les fontaines blanches, en fait, c'est le phénomène opposé dans la théorie de la relativité générale, mais c'est de la physique que vous aborderez bien au-delà de la terminale. De plus, il me semble que tu lui as posé des questions sur la conquête de Mars. Exactement. La conquête de Mars est un sujet à l'actualité. J'ai donc eu l'opportunité de lui poser quelques questions là-dessus. Quand envisage-t-on d'aller sur Mars? Un voyage est-il possible actuellement? Quels sont les différents obstacles ou les autres obstacles qui se présentent à la conquête de Mars? Combien coûte une mission sur Mars? Pourquoi aller sur Mars alors qu'il y a déjà tellement de choses à régler sur Terre? Et veut-on aller sur Mars pour coloniser ou pour faire avancer la science, savoir les intentions de l'humanité vis-à-vis de Mars? Que faudrait-il faire pour pouvoir habiter sur Mars? Ou encore, quel entraînement les astronautes devraient-ils suivre pour aller sur Mars? Nous retrouvons tout de suite ces réponses. Il y a quelques années, la NASA a annoncé un voyage sur Mars pour des humains en 2033. Mais dans le même temps, ils annonçaient le retour sur la Lune pour 2024. Voilà, on est en 2026. Le voyage pour la Lune est prévu dans quelques semaines. Le voyage sur Mars, ce sera peut-être la suite. Ça dépendra de la manière dont le programme se développera. Alors oui, c'est possible, mais c'est compliqué. En fait, pour faire une mission, il y a deux scénarios possibles. Il faut à peu près 6 mois pour aller sur Mars et au minimum 6 mois pour en revenir. La difficulté, c'est qu'on ne peut pas partir et revenir n'importe quand. Il faut attendre que la position relative de Mars et de la Terre soit optimale. Donc actuellement, il y a deux scénarios qui se dégagent.
un scénario court en 640 jours, où l'aller se fait en 6 mois, on reste 1 mois sur Mars, mais il faut 430 jours pour revenir sur Terre. Ça, c'est le plus court qu'on peut faire. Le deuxième scénario, qui optimise le temps de départ et d'arrivée, 6 mois pour partir, 6 mois d'arrivée, nécessite d'attendre plus de 500 jours à la surface de Mars. Donc là, il y a un souci de devoir vivre à la surface de Mars pendant plus d'une année. Alors il y a beaucoup d'obstacles. Contrairement à la Lune, sur lequel l'homme a déjà mis le pied, Mars, en fait, c'est un environnement qu'on ne connaît pas, et pour pouvoir préparer une mission, il faut anticiper toutes les difficultés sans avoir recours à un retour sur Terre, puisque vous voyez que le retour sur Terre n'est pas possible n'importe quand. Donc en fait, la mission doit s'auto-suffire et s'auto-survivre. Donc il faut prévoir tout, le carburant pour y aller, le carburant pour revenir, la nourriture, éventuellement trouver des moyens de produire la nourriture, les moyens de produire les gaz qu'on va respirer, les moyens de se soigner en cas de maladie, etc. Donc c'est d'une complexité bien plus grande que le voyage sur la Lune. C'est très très compliqué à estimer, je pense que ça se chiffre en dizaines de milliards d'euros. Alors ça, c'est une bonne question. On est déjà allé sur Mars avec des robots. Une question qu'on pourrait poser aussi, c'est pourquoi aller sur Mars avec des humains alors qu'on peut faire ce que les humains devraient faire avec des robots bien mieux et avec bien moins de risques. Bon, c'est la question qu'il faut poser aux candidats qui veulent partir sur Mars. Alors actuellement, on parle d'intérêt exploratoire, on ne parle pas encore de colonisation. Pour faire une colonie, il faut développer un certain nombre d'infrastructures qui nécessitent une maîtrise de la construction à la surface de Mars avec les matériaux locaux et dans les conditions locales. On n'y en est absolument pas là. Pour l'instant, c'est de la pure exploration, scientifique pourquoi pas, mais encore une fois, le travail scientifique peut être fait de manière bien plus efficace par des robots qui fonctionnent de manière autonome, avec beaucoup moins de risques en termes d'humains et beaucoup moins de coûts associés. Alors, Mars, c'est un environnement très particulier. Il y a une atmosphère, mais elle est extrêmement faible, donc on ne peut pas y respirer. Et la gravité, donc l'attraction, est beaucoup plus faible que sur Terre, de sorte qu'un être humain qui sera envoyé là-bas doit avoir d'abord des scaphandres pour pouvoir respirer, et ensuite doit s'habituer à la gravité relativement faible. Donc en fait, pour habiter sur Mars, il faudrait déjà commencer par créer des infrastructures qui sont complètement isolées de l'espace, dans lesquelles on puisse créer une atmosphère respirable pour l'être humain. À défaut, plus tard, c'est les rêves les plus fous de certaines personnes, de terraformer Mars, c'est-à-dire de transformer Mars pour lui recréer une atmosphère et la rendre respirable. Mais là, on arrive dans le domaine de la science-fiction pour l'instant. On a vu tout à l'heure que la durée de la mission vers Mars, c'est au minimum 640 jours, c'est-à-dire pratiquement 2 ans. 2 ans en environnement gravitationnel réduit. Autrement dit, un astronaute qui irait sur Mars et qui revient sur Terre serait incapable de marcher, il aurait perdu sa masse musculaire, il aurait perdu une partie de son squelette osseux, et il y aura tout un travail de préparation pour maintenir la physiologie humaine qui est adaptée à l'environnement terrestre, dans le cadre de l'environnement martien qui est extrêmement différent. Il y aura une préparation aussi qui est extrêmement importante, c'est la préparation psychologique. Quand on part vers Mars, on part au minimum pour 2 ans, sans possibilité absolue de revenir sur Terre en cas de difficulté. Donc il faut être préparé à affronter toutes les difficultés, à y survivre, sans aide extérieure autre que les communications, et le tout pendant plus de 2 ans. Je tiens à dire qu'en plus, on vient d'avoir une information. Ces questions s'inscrivent parfaitement dans l'actualité, puisque le multimilliardaire américain Elon Musk annonce qu'il veut établir une ville autonome sur la Lune d'ici moins de 10 ans. Il semblerait que bientôt, avoir la tête dans les étoiles ne soit plus un simple proverbe. Eh bien, merci beaucoup et nous remercions grandement Marc-Olivier d'avoir répondu à toutes nos questions.
Nous retrouvons Alessia. Bonjour Alessia. Bonjour Chloé. Donc aujourd'hui, tu vas nous parler des théories du complot, mais qu'est-ce qu'une théorie du complot? Alors une théorie du complot, c'est une explication qui affirme que des événements importants sont cachés ou encore manipulés par des personnes puissantes, comme les gouvernements ou les scientifiques. Donc l'une des théories les plus connues, c'est que les astronautes n'auraient jamais marché sur la Lune. Est-ce bien vrai? Alors non, c'est faux. Les missions Apollo ont bien eu lieu entre 1960 et 1972 et 12 astronautes ont bien marché sur la Lune. Cette idée vient d'une théorie du complot. Et donc quels sont les arguments des personnes qui doutent de ces missions Apollo? Alors par exemple, que le drapeau américain flotte et qu'on ne voit pas d'étoiles sur les photos, que les ombres sont étranges, ou encore que la technologie de l'époque était trop faible. Et donc comment la science répond à ces arguments? Alors que le drapeau bouge à cause d'une tige et des mouvements des astronautes et pas du vent. Les étoiles ne sont pas visibles à cause du réglage des appareils photo. Les ombres paraissent différentes à cause du relief du sol lunaire. Et enfin, la NASA avait des moyens techniques et nécessaires avec des centaines de milliers de scientifiques. Et quelles sont les preuves que l'homme est marché sur la Lune? Selon l'astronome Marc Olivier, des astronautes ont rapporté des roches lunaires, installé des réflecteurs laser encore utilisés aujourd'hui, et des satellites ont photographié les traces laissées sur la Lune. Et à qui sert ces théories du complot? Alors, on pense que certains pensent que ça servirait aux États-Unis pour montrer leur puissance pendant la guerre froide. Mais un tel mensonge serait vraiment impossible à cacher pendant plus de 50 ans, avec autant de témoins et de scientifiques. Donc d'autres théories du complot existent, comme le platisme. L'astronaute Thomas Pesquet aurait répondu avec humour. Qu'est-ce qu'il a dit? Alors, lors de son séjour dans l'ISS, Thomas Pesquet a pris des milliers de photos de la Terre depuis l'espace, montrant bien ses rondeurs. Et donc, que peut-on retenir de tout ça? Que les théories du complot peuvent sembler très convaincantes, mais quand on les analyse avec des faits scientifiques, elles ne tiennent pas vraiment. Et les preuves montrent clairement que l'homme est allé sur la Lune. Eh ben, merci beaucoup de cette intervention. Merci à vous. Bonjour Julia, tu viens nous présenter le film First Man qui parle de l'espace. Tout à fait. Aujourd'hui, je vais vous présenter le film First Man qui raconte l'histoire de Neil Armstrong à travers ses années de préparation à la NASA et également la mission Apollo 11 qui a permis de faire les premiers pas de l'homme sur la Lune en 1969. Est-ce que tu peux nous présenter brièvement Neil Armstrong? Tout à fait. Donc Neil Armstrong est un astronaute et un pilote d'essai américain. Il est surtout réputé pour être le premier homme à avoir marché sur la Lune le 20 juillet 1969 lors de la mission Apollo 11. Quels sont les sujets principaux du film? Alors, le premier sujet principal, c'est la préparation de Neil Armstrong, que ce soit physique et mentale, mais également ses vols d'essai qui ont été dangereux. Il a perdu de nombreux proches astronautes à travers ses vols. Également ses sacrifices personnels et familiaux. Il a perdu sa petite fille, qui est un décès traumatisant, et également son côté humain et empathique, et finalement les dangers et les risques mortels et la tension qu'il y a autour de cette course à la Lune à travers la guerre froide. Comment est-ce que le film fait-il pour pousser le réalisme au maximum? Alors le film donne cette impression grâce à une reconstitution très fidèle de l'époque, mais également des engins spatiaux, mais aussi des décors qui sont construits à la main, qui prennent du temps, et des effets qui sont pratiques pour simuler l'espace, mais également un style visuel et sonore immersif qui donne la sensation d'être dans la capsule à travers un silence très lourd. Et est-ce qu'il y a des faits réels dans ce film? Alors, il y en a plusieurs. Déjà, le nom de la mission est vrai, donc la mission Apollo 11 a bien eu lieu. D'accord. Et également, tous les problèmes qu'il y a eu à travers la conquête de l'espace et la guerre froide. Également, Armstrong est bel et bien le premier homme ayant marché sur la Lune, malgré toutes les théories du complot. Mais également, il n'est pas confirmé que Neil Armstrong ait laissé un bracelet de sa fille sur la Lune, puisque c'est une supposition dramatique, puisqu'à la fin du film, nous avons une scène où Neil Armstrong déposerait le bracelet de sa petite fille décédée en tant que passage à un nouveau monde et également pour faire son deuil, ce qui n'est pas forcément vrai. D'accord, ok, merci pour ces informations. Où peut-on voir ce film en France? Alors, ce film, on peut le regarder ou le louer en VOD sur plusieurs plateformes, comme celle de Amazon Vidéo. D'accord, merci beaucoup pour cette présentation et nous laisserons nos spectateurs aller voir ce film. Merci. Pour terminer, avec Chloé et toute l'équipe, nous vous remercions de votre attention et espérons vous revoir bientôt. En espérant que vous aurez appris de nouvelles choses, nous vous remercions et à bientôt! À bientôt!